Après-midi. Je vous propose d'accueillir dans la lignée de ce que vient de nous dire Jean-Noël Barrot. On va parler de cette Europe confrontée à l'intelligence artificielle. L'Europe n'a pas dit son dernier prompt. C'est Charlie Perrault qui a l'honneur d'échanger sur le sujet avec Béatrice Cossa, Dumurgier, Catherine Fieschi, Octave Clabat, Frédéric Mazella, Laurent Soli, Valérie Rubin, que je vous demande d'accueillir s'il vous plaît sur le cours central. Béatrice Cossa, Dumurgier, directrice générale pour l'Europe de l'Ouest de Revolut, Catherine Fieschi, politologue, Octave Clabat, l'emblématique fondateur, président, directeur général de VH Club, Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et de Dift, notamment Laurent Soli, le cofondateur et directeur des opérations d'Advanced Machine Intelligence, et Valérie Urbain, président, directrice générale du groupe Euroclear. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus de la REF cet après-midi. On est très heureux et vous êtes entre les super mains de notre super modératrice, Charlie Perrault. C'est à toi. Merci beaucoup, merci à tous les 6 d'être là. Écoutez, j'avais prévu une petite introduction, mais je pense que Jean-Noël Barrot l'a fait à ma place, donc ça m'économise du temps. Et puis je vais commencer par une petite question. Donc pour rappel, quand même, la thématique de la table ronde, c'est est-ce que l'Europe a-t-elle dit son dernier prompt? Donc vous imaginez qu'on va beaucoup parler de souveraineté numérique. Et je voulais commencer par vous faire réagir les uns et les autres à une étude qui a été parue ce matin, SIA Partners et OpinionWay, d'ailleurs vous pouvez retrouver dans les Échos, donc sur la souveraineté européenne, et qui disait que 73% des dirigeants déclarent que la suspension des 2 modèles d'Anthropic en juin dernier, donc qui étaient aux non-résidents américains, n'a rien changé du tout à leur position, et même la souveraineté ne progresse qu'à la marge comme critère de choix d'une IA, 11% des citations, plus 2 points dans la marge d'erreur. Alors ma question est simple, est-ce que c'est inquiétant, est-ce que c'est surprenant pour vous? Peut-être je vais commencer. Bien sûr que c'est inquiétant. On parlait, en fait, on parle de la souveraineté, moi ça fait un moment que j'en parle, mais et on manquait un peu de preuves de en quoi consiste cette souveraineté et comment on peut fixer les problématiques. Et on parlait dernièrement des kill switch, en disant on peut couper une activité, on peut couper un client et on peut couper, j'en sais rien, les trains en France en arrêtant les infrastructures de SNCF qui tournent sur le cloud. Là, en fait, ce sont des exemples des kill switch qui peut-être n'ont impacté juste 11% des utilisateurs de Cloud Code, mais c'est un exemple que c'est réel, c'est le monde dans lequel on vit, c'est des choses qui peuvent arriver demain. Ce sont des exemples des choses qui, derrière, peuvent avoir l'impact plus ou moins important sur l'économie elle-même. Et comme aujourd'hui, l'ensemble de l'économie tourne sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, n'est plus disposé de ces technos-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie. On ne maîtrise pas l'économie européenne en utilisant ces typologies en étant soumis à cette typologie de kill switch. Moi, j'ai quand même l'impression que ça a changé quelque chose. Autant qu'auparavant, lorsqu'on parlait des nouvelles technologies, on parlait d'efficacité. Maintenant, en tout cas, dans les conseils d'administration, on parle beaucoup de sécurité. Donc peut-être que ça ne se transmet pas encore dans des actions très visibles, mais par contre, c'est devenu un vrai sujet au sein de la gouvernance des sociétés européennes. Et on commence à vraiment parler de conserver nos choix. Donc je pense que c'est un sujet qui va être de plus en plus important. Oui, ça met du temps, c'est ça, de décider et après de tout migrer, si je caricature. Frédéric? Oui, moi je dirais juste que ça montre, encore une fois, une forme de pragmatisme en fait, des entreprises qui simplement recherchent le meilleur produit au meilleur prix et n'ont pas nécessairement la prise en compte de ces enjeux géostratégiques. Ça me fait penser un petit peu quelque part à tous les dangers, même dans la vie quotidienne, desquels on doit se prémunir avec une assurance qui est devenue obligatoire. Enfin, vous voyez, tous les modèles assurantiels, parce qu'ils nous ont été imposés quelque part, on est obligé d'être assuré. Et bien effectivement, tout le monde le fait. Mais tant qu'un malheur n'est pas arrivé, on a toujours tendance à se dire qu'on passera entre les gouttes d'une certaine manière. C'est peut-être un optimisme d'ailleurs qui nous aide à vivre. Mais les entreprises, elles, n'ont pas nécessairement un calcul de risque très développé par rapport à ces enjeux géostratégiques. Peut-être qu'il y a une notion d'assurance globale à construire ensemble pour
pour éviter que chaque acteur individuellement se retrouve à devoir quelque part lui-même, chaque acteur économique, je veux dire, lui-même aller investir pour aller chercher d'autres solutions, aller chercher des solutions de backup si jamais ça se passe mal, parce que quand on parle de souveraineté, ça ne veut pas simplement dire ne pas être dépendant d'un seul acteur, ça veut dire être capable de se retourner au cas où ça ne se passe pas très bien. Et donc ça veut dire qu'il faut aller construire nous-mêmes nos autres outils et peut-être les financer avec des programmes de financement différents et plutôt généraliser sur toute la société, plutôt que demander aux sociétés elles-mêmes d'aller contre la nature de leur arbitrage qui est sur le prix et l'efficacité des produits. Béatrice ? On ne vous entend pas. Oui, voilà. Oui, ça démontre surtout la rationalité des acteurs économiques qui, effectivement, prennent leurs décisions sur des sujets de performance produit et sur des sujets de prix. Ça démontre quand même un focus court terme très fort et donc la violence de la course à l'échelle qui est en train de se jouer là, parce que quelque part, la bataille d'après-demain, qui est celle de la souveraineté, devrait être la bataille d'aujourd'hui, mais en fait, ils sont à fond focalisés pour survivre aujourd'hui, survivre demain et après-demain, somme toute, on verra bien. Et je trouve que c'est un enseignement pour les policymakers que toutes les incitations ou les réglementations qu'on veut mettre en place pour encadrer les risques ne peuvent être réellement efficaces que si préalablement les solutions qui sont proposées aux acteurs économiques qui prennent rationnellement des décisions sur des bases business simples sont effectivement compétitives et performantes. Sinon, ça ne marchera pas. Catherine ? Oui, moi je voudrais abonder dans ce sens parce que ce n'est pas particulièrement surprenant que finalement la plupart des chefs d'entreprise ne soient pas si inquiétés par cela. Et on ne peut pas leur demander de porter individuellement la politique industrielle de l'Europe, en quelque sorte. Il faut les mettre dans un autre cadre. Ce qui me surprend, moi, c'est qu'on ait pensé pendant si longtemps qu'une somme de décisions totalement individuelles allait aboutir à un résultat collectif, à un résultat collectif autour de la souveraineté. Et ça, c'est en page de changer, j'espère. Je crois que ce n'est pas du tout surprenant et que la souveraineté soit une question pour chacun d'entre nous est bien sûr certainement un objectif, un désir, un souhait ou une nécessité à venir quand les risques de sécurité sont importants, et ils le seront. Mais la particularité notamment de l'intelligence artificielle fait que toutes les entreprises, et vous les représentez ici cet après-midi, comme le dit Frédéric, ont d'abord besoin d'un bon produit, d'un bon prix, que ce produit soit extrêmement innovant, si possible de services qui accompagnent l'implémentation des produits d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on peut tous constater que la plupart ne viennent pas d'Europe. Que bien sûr, il y a en Europe des atouts, mais que les grands modèles sont pour la plupart entraînés aux États-Unis d'Amérique, que même si on a OVH, les grands hyperscalers ou les grands clouds en Europe sont américains, et que les investissements massifs, le ministre Barrot l'a rappelé, sont américains, chinois et pas encore européens. Donc vous voulez le meilleur produit, vous voulez aller très vite, et la vitesse pour les entreprises dans le déploiement de l'IA est un facteur absolument crucial. Et donc vous vous appuyez sur les meilleures technologies, les plus innovantes, parce que vous voulez bien sûr non seulement adopter les outils d'IA, mais si possible transformer ensuite votre modèle de production, votre modèle de service. Que ce soit inquiétant, ce sondage, peut-être, que ça soit une surprise, certainement pas. Ça doit simplement nous interroger, nous tous, et notamment les entrepreneurs, comment nous pouvons rattraper le retard et produire et proposer à tous les marchés, pas uniquement en Europe, des modèles et des produits d'IA qui seront adoptés, pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde. Et Octave, est-ce que c'est ou pas déjà un peu peine perdue? Est-ce que l'Europe peut vraiment être 100% souveraine sur la technologie, sachant que Laurent l'a bien dit, les modèles sont faits aux États-Unis et maintenant en Chine, même si ce sont des modèles ouverts, donc ce qu'on appelle open source. Pareil pour le cloud. Vous êtes un acteur, mais vous n'êtes ni un gros acteur ni un petit acteur, vous êtes entre les deux. Donc, est-ce que c'est peine perdue ou pas? En fait, dans la souveraineté, vous avez trois souverainetés. Vous avez celle des data, c'est-à-dire qui voit mes données, qui y accède. Vous avez la technologique, qui développe la technologie, qui permet de la faire évoluer. Et vous avez les opérations, les souverainetés opérationnelles, qui opèrent au quotidien l'ensemble des technologies. L'Europe a un retard sur la technologie.
clairement, sur la techno, on n'est aujourd'hui pas au bon niveau parce que la technologie, même au niveau de l'IA, a évolué. On a commencé avec l'IA générative, maintenant on a de l'agentique, on a du raisonnement, on a des choses additionnelles sur lesquelles la techno elle-même, à l'intérieur des modèles, n'est pas la même. Et donc tout ça, il faut appréhender, il faut le mettre au service des clients. Vous avez l'entraînement, donc dans l'entraînement, il faut changer, il faut faire évoluer, mais ensuite, comme les technos ne sont pas suffisamment bonnes en Europe, vous n'avez pas de la demande des clients. Et en fait, c'est la demande qui crée le revenu, qui permet de fluer en fait l'ensemble du circuit industriel pour pouvoir entraîner les modèles. Donc nous sommes mauvais en fait, enfin pas suffisamment bons sur la techno, et en conséquence, on n'a pas assez suffisamment de clients pour fluer l'ensemble. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que dit Octave, l'IA, c'est un écosystème. Alors, dans certaines briques de l'écosystème, je pense qu'on peut constater que l'Europe est bien placée. Par exemple, la France forme parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs en IA, et d'ailleurs beaucoup sont dans de grandes entreprises, pas forcément européennes, et pas forcément sur le territoire national. Mais cet écosystème est fait de plusieurs briques. Il faut des données, il faut de la puissance de calcul, il faut de l'énergie, il faut des modèles, il faut des entreprises qui peuvent exécuter l'IA dans nos entreprises, et il faut du capital. Et il faut du capital en masse. Et ben, si vous prenez la photo du monde, très simplement, vous voyez des éléments qui peuvent être des atouts en Europe. Mais sur l'ensemble de l'écosystème, nous sommes trop faibles. Et nous sommes trop faibles sur le capital. Nous sommes trop faibles sur la fabrication des modèles. Encore, nous sommes parfois contraints sur l'utilisation des données, parce que la régulation est plus compliquée qu'ailleurs. C'est pas tant la régulation d'ailleurs qui pose problème, c'est le fait qu'elle soit instable, morcelée, et qu'à peine un texte est sec dans les signatures qu'on en invente un autre. Donc c'est l'instabilité qui pose problème plutôt. Donc dans cet écosystème, on est encore en retard. Ça, incontestablement. Mais ça ne veut pas dire que la partie est totalement jouée. Et que si nous sommes en retard, le pire des choses, c'est d'être immobile. Et un des éléments où quand même nous sommes en retard, peut-être culturellement, c'est la vitesse de cette transformation. Et le grand point différenciant, je pense, de l'IA, même par rapport à la révolution digitale d'il y a 30 ans ou 20 ans, c'est sa vitesse extrêmement folle dans l'adoption, dans l'investissement et dans la capacité à transformer les entreprises. Et ça, il y a aussi des blocages de cette nature que nous n'observons pas en Asie, que nous n'observons pas en Amérique du Nord, et qui ne renvoient pas ni à des problèmes de régulation, ni à des problèmes forcément technologiques, mais aussi à des problèmes culturels. Peut-être Catherine, j'aimerais bien vous faire réagir, d'avoir votre point de vue, c'est intéressant. On a rarement des politologues quand on parle de ces sujets, donc sur le fait, il l'a très bien dit Laurent Soli, mais voilà, on n'est pas en avance, on ne contrôle pas tous les tuyaux, si je résume. Alors c'est alarmant pour vous. Est-ce que c'est aussi, ça signe un peu aussi la fin des valeurs européennes, si je tiens vraiment le trait? Merci, c'est une excellente question. Alors moi, je pense que ce n'est pas en soi alarmant de ne pas pouvoir tout contrôler. Aucun pays ne maîtrise seul toute la chaîne technologique. Donc la question, ce n'est pas est-ce que je peux tout contrôler, est-ce que tout doit être européen, mais est-ce que je contrôle les dépendances stratégiques, lesquelles dépendances est-ce que nous pouvons accepter et lesquelles deviennent justement des vulnérabilités stratégiques. Et en fait, il faut se poser la question de savoir quand est-ce qu'une dépendance devient problématique. Elle devient problématique, par exemple, lorsque de changer de modèle, par exemple, est beaucoup trop cher. Ou elle devient problématique quand il n'y a pas d'alternative crédible, en quelque sorte. Elle devient extrêmement problématique quand on peut couper l'accès, quand une puissance extérieure peut nous couper l'accès. Donc le problème, ce n'est pas la dépendance, c'est la dépendance sans option de sortie. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Europe fait des pas en avant pour justement créer un type d'agilité qui pourrait présenter des avantages pour que l'Europe soit en quelque sorte un État un petit peu pivot, qu'on puisse se servir comme
comme Mistral d'un modèle chinois, mais aussi bifurquer, se servir d'autres choses à d'autres moments. Je pense que c'est cette agilité qui nous donnera en quelque sorte la souveraineté que l'on recherche, plutôt qu'une protection à tout prix. Pour ce qui est des valeurs européennes, c'est intéressant parce que il y a une façon de concevoir certaines briques technologiques de façon assez classique, c'est-à-dire le contrôle des données, le contrôle de l'accès, le contrôle en quelque sorte de ces tuyaux. Ce sont des capacités de souveraineté assez classiques. Mais l'IA, évidemment, pose un problème complètement différent. Et c'est là donc qu'on est confronté à quelque chose qui non seulement peut paraître plus civilisationnel, mais que nous ressentons en quelque sorte potentiellement comme plus civilisationnel. Des modèles qui sont entraînés sur différentes langues, différentes façons de raisonner, donc forcément aussi différentes valeurs, qui attribuent des critères différents à la crédibilité, au risque. Entraîner des modèles donc sur ces corpus, c'est entraîner des modèles, évidemment, sur des corpus qui nous sont étrangers, qui sont étrangers peut-être à notre acquis européen et à ce qui représente nos valeurs européennes. Mais encore une fois, je pense que c'est en gardant cette capacité d'agilité et cette capacité de choisir en quelque sorte et de jouer le rôle d'État pivot que d'abord nous incarnons ce que l'Europe a de mieux, cette agilité potentielle, cette croyance en certaines valeurs, et c'est comme ça évidemment que nous protégeons, que nous pouvons protéger nos valeurs. Donc je ne veux pas trop jouer les Cassandres là-dessus. Frédéric, vous êtes notamment président du lobby des startups françaises France Digital, et je vous interroge à ce titre, mais est-ce que justement aujourd'hui vous pensez qu'on a des acteurs donc français qui peuvent s'imposer sur peut-être certaines parties de la chaîne de valeur de l'IA? Alors, on a fait effectivement un mapping récemment des startups. Alors, on a plus de 1100 startups dans l'IA en France, qui représentent 45 000 emplois et qui ont levé 16 milliards depuis leur création. Donc, c'est pas ridicule. C'est vraiment très, très bien positionné, même au niveau de l'Europe. Donc, c'est déjà quand même un bon signe que la machine s'est mise en route, d'autant plus que l'esprit entrepreneurial, mine de rien, au niveau des nouvelles générations est assez présent. Donc, en fait, on a envie de créer les choses futures. Enfin, on a quand même toujours cette chance-là, et je pense qu'il faut vraiment le pousser plus loin, d'avoir une génération qui a envie de créer des choses pour le futur. Donc, il faut toujours pousser là-dessus. Ensuite, au niveau des différentes couches nécessaires pour s'estimer avoir une forme de souveraineté dans le domaine de l'IA, évidemment, c'est beaucoup d'étages. Donc ça va en Europe à ASML qui va pouvoir aider à concevoir carrément les puces, jusqu'à évidemment ce que font OVH et Scaleway, mais aussi Mistral et puis Aleph Alpha en Allemagne. Donc on a quand même des acteurs qui peuvent répondre sur les différents types des couches nécessaires pour l'IA. Par contre, la problématique, évidemment, c'est de s'assurer que ces acteurs-là ont les moyens de leur développement. Et je pense que le grand changement de mentalité qu'il faut qu'on ait, c'est au niveau de la direction de la commande publique, notamment, que ce soit en France ou en Europe. Et pour le dire simplement, pour avoir des champions européens, il faut avoir des clients européens aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de champion si on n'a pas tout un écosystème européen qui vient financer également ces champions européens-là. Donc ça rejoint le sujet de la première question, évidemment, sur le fait que les entreprises n'ont pas forcément conscience d'une forme de souverainisme nécessaire en allant choisir leurs solutions. En revanche, je pense qu'au niveau des décideurs publics, il faut passer dans un autre domaine et être un peu moins naïf. Ce qui s'est passé sur les 20 ou 30 dernières années, c'est qu'on n'a clairement pas joué la même partition que d'autres zones géographiques du monde. Pour le faire très, très schématiquement, les Américains ont acheté américains, les Chinois ont acheté chinois, et les Européens ont acheté américains et chinois. Résultat, qui a acheté européen? C'est ni les Américains ni les Chinois. Donc on n'a pas
on n'a pas fait ce qu'il fallait pour consolider notre propre écosystème. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. On ne peut pas, nous, prôner simplement des valeurs d'ouverture totale de nos marchés, empêcher même parfois certains de nos acteurs européens de devenir des acteurs mondiaux avec des lois qui visent à faire en sorte que justement on casse des acteurs qui pourraient être en passe d'avoir une forme de situation dominante au niveau mondial. On voit bien que les autres zones géographiques ne se sont pas du tout interdits de faire ça. Résultat, nous on se retrouve avec beaucoup de petits acteurs et des acteurs qui n'ont pas nécessairement réussi à prendre toute l'ampleur qu'ils auraient pu prendre au niveau mondial. Donc là, je suis parti des startups pour remonter jusqu'en haut au niveau de l'Europe, mais ça donne cette idée-là. Et bon, évidemment, l'autre chose aussi, mais ça c'est un autre sujet peut-être qu'on abordera tout à l'heure, c'est de faire en sorte que justement on s'arrange pour bien comprendre que les entreprises sont là pour nous aider à construire un futur plus fort et qu'il faut absolument que, y compris toute la population, soit derrière nos entreprises parce que c'est de ça dont on a besoin. On a beau être optimiste quand on est entrepreneur, on aime quand même bien être un peu soutenu. Octave, justement, je pense que vous êtes là depuis plus de 20 ans. Est-ce que cette commande privée, publique, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être si vous vous êtes senti déjà soutenu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on voit le président beaucoup parler de Mistral, maintenant aussi d'Ami Labs. Mais est-ce que vous avez eu ce soutien ou pas concrètement? Moi, j'ai commencé OVH quand Jacques Chirac était là. Donc, ça date quand même un tout petit peu de temps. Donc, au fil des lots, il y a un certain nombre de discours. Il y a des actes. Donc je pense qu'on peut mesurer ça sous forme des revenus, chiffre d'affaires. Sur 1,2 milliard, 1,3 milliard qu'OVH fait aujourd'hui, on fait à peu près 50-60 millions avec l'État. D'accord? Donc, c'est ça qu'au bout des 27 ans, l'entreprise a généré et génère avec l'acteur public. Donc c'est bien, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais c'est ce que je veux dire, c'est une part en fait de la réalité. Et les problématiques qu'il y a autour de cloud ou autour de l'intelligence artificielle, bien sûr il y a le capital, il y a le revenu, mais il y a la masse critique. Et la masse critique en fait, autour des acteurs d'IT aux alentours de 2 milliards de chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand vous faites 2 milliards et plus, vous commencez à vraiment être un peu plus à l'aise pour pouvoir aller investir des sommes un peu plus importantes, parce qu'avec les 40% de l'EBITDA, etc., vous avez constamment une capacité d'1 milliard et plus d'investir chaque année. Chose que OVH va atteindre dans quelques années, mais il y en a très très peu d'acteurs de ce style-là en Europe. Et on peut que juste le regretter, parce que quelque part, le marché existe. Aujourd'hui, le marché public, l'Union européenne, les États, le gouvernement, c'est un peu plus de 10 milliards de chiffre d'affaires annuels chez AWS, Azure et Google. D'accord? Donc ces revenus-là, ce n'est pas quelque chose qui doit être généré en plus, nouveau, etc. C'est juste, ça n'a pas été redirigé, acheté dans les entreprises européennes. Vous pouvez y aller. Oui. Je voulais juste rebondir sur la masse critique parce que je pense qu'effectivement c'est super important et je pense qu'une des difficultés en Europe c'est que l'on continue à vivre, à opérer de manière très domestique et que l'on n'a pas vraiment permis à des sociétés de devenir plus pan-européennes et donc effectivement d'attirer cette masse critique. Et je pense qu'on a des cas comme Airbus qui est une success story. Et malgré tout, on peine à avoir les nouveaux Airbus à travers les différents secteurs. Et au niveau technologique, avoir est-ce que Revolut, c'est un peu le nouvel Airbus? Vous m'avez un peu tendu la perche. Oui, effectivement, belle perche, merci beaucoup. Donc Revolut, c'est effectivement une banque globale née en Europe. Et elle est née d'une intuition absolument géniale, il y a 11 ans de ça, de la part de ses fondateurs. Alors évidemment, dans le modèle de banque digitale, comme dans le modèle de l'écosystème de l'IA, l'échelle est essentielle. Et donc, l'idée géniale, c'est que plutôt que de créer plusieurs plateformes par pays, ce que les banques traditionnelles faisaient, elles cherchaient aussi à créer de l'effet d'échelle. Et elles le faisaient par acquisition transfrontalière. Donc, plutôt que de faire ça, Revolut a créé une seule plateforme. Et donc aujourd'hui, les 80 millions de clients de Revolut et l'ensemble des services financiers qu'on propose sur l'ensemble des verticales sont tout opérés à partir de la même plateforme. Donc c'est juste extraordinaire
pour développer maintenant des solutions à base d'IA. Et donc l'IA, c'est de fait une réalité opérationnelle chez nous, avec un paradigme peut-être un petit peu différent de celui qui est utilisé par les banques traditionnelles. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que plutôt que de trouver des solutions d'IA qui viennent compléter des processus existants pour les améliorer, qui peuvent être souveraines ou pas souveraines d'ailleurs, avec un bon débat. On pense qu'en fait, l'IA, on doit l'intégrer très très profondément dans l'architecture de la plateforme. Et en pratique, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est des modèles vraiment propriétaires. Donc, on a le modèle fondamental de Revolut, le modèle transactionnel fondamental de Revolut, il est propriétaire. Il a été entraîné maintenant, donc on a 80 millions de clients. Il est entraîné très très régulièrement sur une sous-partie de ces 80 millions de clients, sur l'intégralité des géographies dans lesquelles Revolut opère. Donc, les sujets culturels que vous mentionniez sont de facto pris en compte, donc sur 110 géographies. Il utilise évidemment les données, les caractéristiques des clients, utilise les caractéristiques transactionnelles. C'est-à-dire qu'il est capable de capturer l'intégralité des transactions qui sont réalisées. Et à partir de ça, il sert énormément de cas d'usage, que ce soit des cas d'usage internes, pour piloter notre propre performance, par exemple, simplement pour projeter nos revenus, pour scorer des clients, pour faire du ciblage intéressant, des offres, du CRM intéressant, mais aussi des cas d'usage externes. Donc c'est aussi un produit qu'on a lancé au Royaume-Uni juste avant les vacances, qui s'appelle Air, qui est un compagnon d'aide à la décision, d'éducation financière, d'information intelligente et d'aide à la décision et même de transactions déléguées pour le compte des clients sur l'ensemble de l'écosystème de la valeur, puisqu'encore une fois, comme les données sont toutes au même endroit, il n'y a pas de silo, et qui sera bientôt lancé en Europe. On l'utilise évidemment, l'IA, pour améliorer nos processus dans la lutte antifraude. C'est la moitié des data scientists de Revolut qui travaillent là-dessus, évidemment sur le service client. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le premier niveau de service client, il est à 100% utilisé par de l'IA. Et tout ça, c'est des modèles propriétaires. Et il résout le sujet dans 75% des cas. Donc quelque part, sur cette verticale des services financiers, que nous cherchons petit à petit à occuper dans toutes ces dimensions, tant pour des clients particuliers que des clients entreprises que nous développons de façon très active, et demain peut-être des clients en banque privée. On a intégré très très profondément dans le cœur de notre plateforme l'IA comme un moteur d'une puissance d'intelligence, d'aide à la décision, d'apport et de création de valeur ajoutée. Voilà, et c'est juste le début en fait. On a beaucoup parlé déjà de technologie, puisque c'est évidemment la souveraineté, c'est une question tech, mais je me tourne vers vous Valérie, c'est aussi une question de financement, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui un peu le capital européen est au rendez-vous sur cette question ? Oui et non, dans le sens que le capital européen, il existe. Il y a plus de 10 000 milliards d'euros qui se trouvent sur des comptes cash et qui ne sont pas investis dans les entreprises européennes. Donc du capital, il y en a. Mais vous avez tout à fait raison que pour atteindre la souveraineté technologique, il faut avoir de la souveraineté financière, et donc il faut arriver à vraiment transformer cette épargne en un investissement pour pouvoir permettre à nos sociétés de croître. Et pour moi, il y a deux problèmes pour l'instant. D'un côté, nous sommes beaucoup dans des pays dans lesquels tout le système de retraite a été très généreux. Et donc, il y a quand même un déficit de connaissances financières pour pouvoir permettre à tout un chacun de se transformer un peu, en tout cas en investisseur, et de participer à la croissance et au développement de ces sociétés. On a vu, il y a 20 ans, 25 ans, la Suède a fait cette transformation où elle a vraiment passé la problématique des retraites du monde public au monde privé. Et on voit effectivement qu'il y a un financement très, très actif, très dynamique entre les investisseurs suédois et les start-up domestiques. Donc, premier problème, c'est effectivement d'arriver à offrir
des produits, à convaincre les épargnants qu'ils seront bénéficiaires d'investir dans les sociétés européennes. Le deuxième problème, c'est aussi permettre la circulation des capitaux de manière beaucoup plus large, de nouveau, à travers l'Europe. On continue à avoir des marchés financiers qui sont quand même très fragmentés. Il y a très peu d'harmonisation et donc aussi bien les flux de capitaux entre pays européens, mais aussi venant de l'extérieur, se heurtent à des barrières qui sont juridiques, qui sont fiscales, etc. Alors, des sociétés comme les nôtres, on est là pour essayer de protéger ou en tout cas de faciliter et de réduire les risques pour les investisseurs, mais il y a encore cette perception, enfin même cette réalité, que le marché européen, c'est une cumulation, une combinaison de différents marchés domestiques et il n'y a pas cette fluidité et cette liquidité qui existent dans les marchés européens. Et le corollaire de tout ça, c'est que finalement, nos sociétés européennes qui sont créées en Europe, à un moment, lorsqu'elles ont besoin d'attirer des capitaux de manière beaucoup plus substantielle pour assurer leur croissance, partent vers des marchés américains où les marchés des capitaux sont plus liquides. Donc oui, on doit absolument continuer à travailler sur l'ouverture des marchés européens au sens pour être plus compétitif par rapport à d'autres places financières. Laurent? Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette situation européenne, en réalité, elle est connue, elle est très bien documentée. On aurait pu avoir, je pense, le même constat il y a 3 ou 4 ans. On sait qu'il manque un marché unique des capitaux européens. On sait très bien qu'il y a une fragmentation réglementaire. Vous avez très bien dit diplomatiquement le sujet des pensions en Europe et le financement de l'économie. Tout ça est très documenté. Le rapport Draghi a très bien dit qu'au fond, sur 100 start-up prometteuses en Europe, quand elles doivent croître entre 30 et 40%, partent aux États-Unis d'Amérique. Il y a un point qui manque en Europe, c'est que tout ça est documenté et connu, la décision ne se produit pas. Et c'est là où la vitesse de transformation portée par le digital puis par l'IA va impacter l'organisation des sociétés et des économies. C'est là où l'enjeu de la vitesse devient stratégique. Pas simplement pour nous dire, comme tous les entrepreneurs ici, il faut aller vite. Oui, il faut plutôt aller vite que doucement. Mais comme la technologie qui existait en début 2025 est différente de celle d'aujourd'hui et sera différente de l'été 2027, si votre structure économique n'a pas bougé, si les grandes décisions pourtant documentées n'ont pas fait l'objet de décisions pour les modifier, personne ne peut s'étonner alors que tous les acteurs économiques prennent des décisions en fonction de la réalité. C'est ça qui est étonnant. Or, la transformation et la vitesse, vous l'observez, on parle des États-Unis, mais le ministre Barrot l'a dit tout à l'heure, vous l'observez en Chine. Ce n'est pas un pays récent, la Chine. Ce n'est pas Singapour. C'est une des plus vieilles civilisations. Or, pourtant, vous voyez la transformation en quelques décennies ou quelques années sur le sujet technologique de la Chine. Donc, vous avez cette volonté-là. Donc, puisque vous allez recevoir tout à l'heure des personnes sur cette scène, puisque nous, on fait la première partie de l'après-midi, comme vous l'avez compris, posez-leur la question. Pourquoi ces décisions qui doivent être prises, qui sont connues, qui ont été très bien prises par des pays européens, notamment les pays d'Europe du Nord, vous avez cité la Suède, qui culturellement était proche dans les dernières décennies plutôt de l'organisation, de l'État-providence ou de la social-démocratie. Pourquoi ces décisions comme ça ne sont pas prises en Europe? Mais elles doivent être prises non seulement dans le corps de la décision, me semble-t-il, mais dans la vitesse d'exécution. Parce qu'alors, vous nous réinviterez l'année prochaine, ici même, et on constatera la même chose. Ce n'est pas possible dans la compétition mondiale, dont la vitesse est un des éléments stratégiques de gain. De gain de part de marché, de gain de productivité, et de gain, évidemment, de financement ensuite de l'innovation. Oksana, peut-être, si vous voulez réagir. Oui. Ou Béatrice. Ouais. Oui, bien sûr, mais quelque part, moi je reste optimiste. Je reste optimiste, forcément je suis entrepreneur. Quelque part, à notre niveau, on est passé des hosting vers cloud, de cloud vers data. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et quantique. Et dans l'intelligence artificielle, nous avons commencé à faire des investissements. Et en fait, les investissements sous forme de M&A, des acquisitions. Parce qu'en fait, il y a beaucoup des entreprises de petite taille, des 5, 10, 20 personnes qui ont des talents, des malades, mais ils n'ont pas les moyens
de faire les choses. Et donc, on a fait les acquisitions de quelques startups, on va y avoir plein d'autres, et pour entraîner nos propres modèles. Pourquoi entraîner nos propres modèles alors que le cloud provider? Parce que on s'est rendu compte que dans un certain nombre de métiers, un certain nombre de verticaux, on doit être maître de notre destin, avoir de la souveraineté. Je parle de l'agentique, tout ce qui est raisonnement, je parle de code, développer des logiciels, et je parle de la sécurité offensive et défensive. Ce sont les 3 verticaux sur lesquels nous avons décidé d'investir, et donc d'investir dans le modèle from scratch, donc entraîner from scratch. Bientôt, il va y avoir un petit modèle qu'on va sortir juste pour vous montrer la technologie qu'on est capable de mettre à l'intérieur. Et puis derrière, de monter progressivement au niveau de la taille des modèles. On va voir un petit peu, est-ce que c'est 3000 ou plus. Et de fournir aussi en open source et donc de pouvoir fournir à nous, en interne, des technologies qu'on a besoin, nous, pour pouvoir travailler, mais qui vont être très bien par rapport à nos clients, qui ont des besoins qui sont assez proches. Et on est capable je pense qu'on est capable de le faire. Enfin, on va voir ça dans le prochain trimestre, c'est 12-18 mois, parce qu'on gère une infrastructure très très large mondiale. Et à travers ça, nous, on génère énormément de data à nous, pas aux clients. On ne touche pas aux données des clients, mais nous, on génère énormément de data. On fait énormément de patchs de sécurité chaque jour. On fait énormément de développement. On a plein d'attaques au quotidien. Et donc, toutes ces données-là que nous générons, on peut les mettre à l'intérieur de nos modèles et pouvoir être plus productifs pour nous, mais aussi donner ces outils-là à nos clients. C'est vers cette direction-là qu'il vient. Je suis d'accord avec ce qui est dit. Bon, on pourrait en parler de l'Europe, parce que je la pratique depuis 20 ans, à quel point elle est divisée, à quel point elle n'a pas envie de travailler ensemble. Voilà. Mais il faut rester optimiste, parce qu'il y a vraiment des choses à faire à notre échelle. Béatrice. Oui, moi je voulais juste rebondir sur les enjeux d'accélération, parce que je les pense absolument essentiels. Le constat, il est partagé. La concurrence dans le monde de l'IA, c'est aussi la concurrence des systèmes financiers qui la soutiennent. Comme quand vous êtes dans une voiture de course, vous allez quand même plus vite quand vous avez un moteur qui fonctionne à plein que quand vous avez un moteur qui fonctionne qu'à moitié. Donc l'union de l'épargne et de l'investissement que tous les financiers européens appellent de leur vœu, elle prend du temps à se mettre en place. L'épargne en Europe, elle est colossale. Le taux d'épargne en Europe, c'est 3 fois le taux d'épargne des Américains, mais un quart de l'épargne européenne est investi aux États-Unis et un tiers de ce quart finance les solutions d'IA américaines. Donc on marche un peu sur la tête quand on voit ça. Donc moi j'avais envie de faire une petite proposition à ceux des politiques ici qui nous entendent et ceux qui seront là tout à l'heure. Il y a 2 siècles de ça, en France, en 1818, on a inventé le livret A. On l'a créé, on sortait de la Révolution française, on sortait des guerres napoléoniennes, l'État était extrêmement endetté, il fallait contribuer à l'assainissement des finances publiques à travers la Caisse des dépôts et consignations, dont c'était la mission à l'époque. Bon, depuis, la mission du livret A évolué pour le financement du logement social, comme vous savez. Mais donc, on a créé un livret d'épargne populaire qui était par ailleurs très pertinent autrefois parce qu'il n'y avait pas les protections sociales dont on dispose aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un livret IA européen avec les mêmes garanties que le livret A qui fonctionne très bien en France, ça fait 2 siècles qu'il fonctionne très bien, et dont on pourrait allouer la collecte au financement de l'écosystème de l'IA dont on a tellement besoin. Voilà, c'est simple, c'est concret, c'est pragmatique, ça marche, il suffit juste de le faire. Ah bon, après, il y a des milliards d'autres actions qu'il faut mettre en place, mais juste avançons. Catherine, petite question, parce que là on a beaucoup parlé de toutes ces conséquences économiques, tech, etc. Et encore une fois, j'aimerais bien avoir un petit peu votre regard sur peut-être les autres conséquences que vous voyez de tout ce qu'on a pu évoquer depuis le début. Bien sûr, les conséquences, elles sont presque infinies, donc c'est difficile de les répertorier. Mais je les résumerai en fait, moi, en 3 défis. D'abord, un défi politique, les conséquences politiques, un défi politique, n'est-ce pas ? L'IA nous aide à nous focaliser sur le fait que l'État ait le droit de décider ne veut pas forcément dire que les États ou l'État ont la capacité
de le faire. Elles ont le droit de le faire, mais est-ce qu'elles ont les outils pour le faire? Si une administration, par exemple, devient dépendante de systèmes qu'elle maîtrise mal, et je pense aux quelques séquences, n'est-ce pas, qui ont eu lieu récemment de piratage de données, et lorsqu'on apprend que dans certains ministères, tous les agents n'ont pas la double identification sur leurs appareils, je dirais que ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait mesuré les risques et qu'on n'a pas tout à fait compris les systèmes auxquels on se mesure et dont on se sert. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que l'État maîtrise les outils qui régulent et qui structurent notre vie démocratique? Et ça, c'est évidemment l'une des conséquences, c'est qu'il faut qu'on se repose cette question de façon extrêmement urgente. Ensuite, il y a une conséquence sociale, évidemment. Les conséquences sociales de l'IA, et je dirais qu'il y en a une qui est très très importante et qui n'a pas débuté avec l'IA, mais je pense qu'elle se concrétise et qu'elle se cristallise de façon assez accélérée. Et ça, c'est l'espèce de redistribution, en quelque sorte, de l'expertise. Qui détient l'autorité, qui détient la capacité à décréter ce qui est crédible, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais aussi de façon beaucoup plus concrète. Comment est-ce qu'on rentre dans un métier, par exemple? Quels sont les gatekeepers qui nous permettent de faire certains apprentissages, de rentrer dans certaines entreprises, avec la vitesse dont on a tellement, qu'on a évoqué récemment, la vitesse et surtout les chamboulements. Cela veut dire que la rentrée dans la vie active est de plus en plus compliquée si on pense qu'en fait, il y a tout un tas de métiers d'entrée qui risquent d'être effectivement balayés en quelque sorte par l'IA. Donc comment est-ce qu'on commence une vie active? Tout cela, il va y avoir des conséquences sociales extrêmement importantes. Et puis je dirais qu'évidemment, la dernière conséquence, et peut-être la plus importante, ce sont les conséquences démocratiques. Les conséquences démocratiques, c'est-à-dire les défis qui nous sont posés lorsqu'il s'agit de gérer les fakes, les ingérences, comme le disait Jean-Noël Barrot dans son intervention, le fait que ce qui est crédible et ce qui est vrai est continuellement remis en cause. Et ici, donc, le défi est en fait un devoir de vigilance. Et ce devoir de vigilance, il est évidemment imbriqué dans toute notre discussion autour de la souveraineté. Donc pour moi, ce sont vraiment les trois conséquences et les trois défis auxquels nous faisons face. Merci. Je vais arriver à ma dernière question. Alors Béatrice a un petit peu répondu, mais vous pourriez en rajouter une si vous voulez à la fin, puisqu'on aura, ça a été très bien dit, on est un peu en première partie. Vous aurez 7 candidats tout à l'heure à la présidence de la République. Donc je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message, une bonne idée, un coup de gueule peut-être? Allez-y, je vous laisse chacun répondre. Alors, puisqu'ils vont être sur la scène, je pense que l'intelligence artificielle devrait être absolument au cœur de la campagne et du débat. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la technologie, c'est l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir des emplois, c'est l'avenir de la productivité, donc de la croissance, c'est l'avenir de l'économie et pas uniquement française. Et comme vous l'avez bien dit, c'est la question également et donc l'avenir de la souveraineté et certainement de notre poids géopolitique en tant que nation et que continent européen. Et si vous me permettez, je pense que ça devrait être au cœur du débat parce que c'est simplement l'avenir de ces secteurs au fond de tous les débats. C'est pour ça que l'intelligence artificielle passionne. C'est aussi notre rapport face à l'avenir. C'est-à-dire que c'est notre rapport par rapport, on l'a dit, à la vitesse. C'est notre rapport par rapport à la prise de risque. C'est notre rapport par rapport à l'entrepreneuriat au cœur ou pas des sociétés d'aujourd'hui. C'est notre rapport quelque part à la façon dont on a à transformer le modèle, qui est un modèle pas uniquement en France, issu du XXe siècle, pour en faire un modèle du XXIe siècle. Donc à travers l'IA, en réalité, vous avez non seulement l'ensemble des questions sur les plus grands secteurs du débat politique,
au sens de la vie de la cité, mais je crois profondément que c'est le rapport que nous avons face à l'avenir qui se dessine. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et vous avez notamment cette rupture que l'on observe dans plusieurs continents entre ceux qui, au fond, observent cette transformation comme une opportunité d'embrasser et de construire l'avenir, voilà la question, face à ceux, parfois un peu trop nombreux en Europe, mais moi je suis très optimiste, sinon on n'aurait pas mis le siège de notre entreprise ici à Paris, mais face à ceux qui se disent y a-t-il que des risques ou des menaces? Il y a des opportunités considérables, et considérables pour ce pays qui a beaucoup d'atouts. Donc moi, je ne serai pas là sur la scène, mais vous serez là pour les interroger. Je mettrai l'IA évidemment au cœur du débat pour ces raisons-là. J'aime bien les bons courages, mais aujourd'hui, en fait, pour revenir sur la souveraineté, les clients, il faut qu'ils aient courage à commander de la souveraineté européenne. Et c'est vraiment ça, en fait, que nous, on voit dans les yeux, lorsqu'on discute avec des clients, c'est des vrais actes, en fait, de conviction et de courage. C'est que je chercherai, en fait, à savoir c'est comment inverser cette tendance-là et que ça soit juste naturel. Et plutôt, courage, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que l'Européen, commander l'Européen, utiliser l'Européen, ça ne soit pas quelque chose qu'il faut vraiment y aller, mais que ça soit juste tellement naturel qu'on n'en parle plus. Okay. Frédéric? Alors sur le sujet de l'IA, je partage complètement ce qui a été dit par Laurent, c'est-à-dire que l'IA doit être centrale dans les réflexions des candidats à la présidentielle. D'ailleurs, je me permets de signaler que pour avoir des idées sur la manière avec laquelle l'IA peut révolutionner à peu près tout dans notre civilisation, que ce soit le pouvoir, la liberté, la confiance, le contrat social, l'éducation, la santé, enfin bon, tous les domaines. Depuis quelques semaines, je diffuse un roman qui s'appelle Robot Premier, que vous pouvez aller voir. Je les diffuse chapitre par chapitre. On traite tous ces chapitres-là. Je sais que le ministre Jean-Noël Barrot s'est abonné dès le début lorsque j'ai lancé le roman et j'ai reconnu qu'on avait beaucoup de points de similarité dans les propos de Robot Premier et dans son discours d'entrée. Donc déjà le lire et surtout se rendre compte à quel point ça peut tout impacter, y compris jusqu'au bout. Dans le roman, ce que j'imagine, c'est qu'une IA devient présidente. Et en fait, elle devient pas présidente comme ça. C'est un candidat qui est bas dans les sondages et qui veut quelque part se démarquer. Et tout ce qu'il trouve, c'est effectivement de prendre une intelligence artificielle avec lui pour aller se présenter, pour être factuel dans toute son argumentation. Et ça vient très avantageusement compléter tous ces arguments. Et quand pendant ce temps-là, tous les autres concurrents tous les autres opposants politiques sont simplement dans un combat quelque part d'attaque personnelle qu'ils ont l'habitude de faire, on finit par une situation dans laquelle effectivement tous les autres hommes politiques n'ont plus de voix. Et simplement le candidat qui avec son intelligence artificielle se retrouve être le dernier homme debout et il devient effectivement président. Et donc on se retrouve derrière avec une rationalité nouvelle et ce changement de perspective nous permet de voir à quel point on a aussi beaucoup de choses qu'on peut changer dans notre société puisque c'est un déclencheur. Donc voilà, donc sur l'IA, ça change à peu près tout et ne pas la considérer quand on se présente à la tête d'un pays, je pense que ce serait une évidemment énorme erreur. Et donc il faut prendre la mesure de tous les changements que ça peut amener. Et après, donc plus prosaïquement, comme je le disais, et comme l'évoquait aussi Octave, est-ce que le prochain candidat ou la prochaine candidate à la présidentielle aura le courage justement d'aller mettre notamment la commande publique comme un levier de développement de tout notre écosystème IA pour justement encourager tout le développement de ce système-là. Je pense que ça, c'est une question assez centrale pour justement qu'on retrouve toute la puissance qu'on mérite. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin. On me fait un signe très discret. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal d'idées. Merci tous les 6 d'être venus aujourd'hui parler de souveraineté numérique. Merci beaucoup, cher Charlie Perrault. Applaudissez nos invités cet après-midi. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus à nos côtés.